Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli.
la civiltà dell'amore. Fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Buonasera. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à la 44e édition du meeting de Rimini. Donc, le thème du meeting de cette année, vous le connaissez déjà. Donc, l'existence humaine est une amitié inépuisable. Aujourd'hui, on voit un phénomène qui se développe de plus en plus, qui est de plus en plus intense, qui va contre cette idée de l'amitié. Et là, je me réfère à ce qu'on appelle la culture de l'annulation, la cancel culture en anglais. C'est un phénomène préoccupant qu'on voit se développer de plus en plus. Pour ceux qui d'entre vous ne le connaissent pas, la cancel culture, ça veut dire une tendance très forte sur le net, sur les réseaux, qui se voit aussi dans les espaces publics, dans les espaces physiques, dans les places, dans les lieux de la culture, de l'université, dans les lieux de sport. C'est une tendance à effacer, complètement annuler des personnes ou bien des symboles des personnes qui sont coupables d'avoir exprimé des opinions qui peuvent être contre les valeurs des droits de la minorité, contre les droits culturels, des opinions contre ces valeurs qu'on appelle politiquement correctes. C'est un phénomène qui est assez paradoxal. Donc, pour défendre la liberté, pour défendre des valeurs qui sont considérées fort importantes, on doit effacer les opinions des personnes, de ceux qui ont des idées qui sont contre ces valeurs. Donc, on ne discute pas, on les efface, on les annule. Aux États-Unis, c'est une tendance qui a commencé avant que dans d'autres pays. Et au début, on a commencé en déboulonnant les statues de Christophe Colomb, qui a été accusé d'être le symbole d'une culture coloniale, raciste. Et j'étais frappée quand j'ai lu l'ordonnance par laquelle le maire de l'Ohio a ordonné d'enlever la statue de Christophe Colomb dans la mairie parce que c'était le symbole d'une conception patriarcale de la société qui divisait, qui opprimait. Et j'étais très frappée parce que la capitale de l'Ohio s'appelle Columbus. Donc, ils ont complètement effacé, annulé donc leur raison d'être. Il y a quelques jours, il y a quelques semaines, Thomas Jefferson aussi a été enlevé de la mairie de New York City. Thomas Jefferson était le 3e président des États-Unis, le père de la déclaration d'indépendance, parce qu'il avait des esclaves. Et très récemment, il y a eu un cas qui a eu beaucoup de résonance, J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter. C'est une femme de gauche qui a financé le Labour Party en Angleterre, qui est tout à fait contre le Brexit, qui voulait rester en Europe. Mais
À un certain moment, elle a posté un tweet en soutenant un post qui disait qu'une personne transsexuelle est une personne transsexuelle et ne peut pas être considérée comme biologiquement une femme. Et donc, pour avoir exprimé ce soutien, elle a été effacée, elle a été annulée. Elle n'a plus été invitée dans des événements sociaux et dans les événements des gens, des fans de Harry Potter qui se voient tous les ans. Et il y a aussi beaucoup d'autres exemples, non seulement dans le monde de la culture et du spectacle, mais aussi dans les universités. On a plusieurs cas. On voit de plus en plus des cas de personnes auxquelles est empêché de parler, qui ne peuvent pas parler parce qu'elles ont des idées ou bien des pratiques qui sont offensives. Donc, c'est un phénomène inquiétant, préoccupant, et cela mène à l'épidémie d'inimitié dont le cardinal Zuppi a parlé aujourd'hui, incitant le message de Pape François. C'est un phénomène de harcèlement culturel. Donc, pour discuter de ce phénomène qui nous frappe tous, qui nous affecte tous, et pour comprendre les bases sur lesquelles on peut développer un vrai dialogue entre des cultures différentes, entre des opinions différentes, nous avons invité trois personnes exceptionnelles, extraordinaires, que je vous présentais en ordre alphabétique. Professeur Sergio Belardinelli, professeur de sociologie des processus culturels et de communication à l'Université de Bologne, publiciste, journaliste, rédacteur très célèbre, parce qu'on le voit très souvent dans notre débat. L'autre personne, et je suis très content qu'il est avec nous aujourd'hui, François-Xavier Bellamy, membre du Parlement européen, élu dans le Parti des Républicains, membre du Parlement européen et aussi professeur de philosophie et protagoniste de ces écoles de philosophie, des cours de philosophie qu'il tient encore, où il y a beaucoup de jeunes qui sont passionnés par la philosophie. Dernier, mais non pas moindre important, professeur Joseph Weiler. Professeur à la New York University, fellow dans les plus grandes universités du monde, citoyen italien et en particulier, il aime bien l'équipe de foot de la Fiorentina qui a gagné le premier match du championnat. Et donc, il est très content pour ça. Donc, je vais commencer par le professeur Belardinelli. Qu'est-ce que ce phénomène? Quelles sont les origines de ce phénomène? Quelles sont les causes de ce phénomène? Quelles sont les raisons et les contextes où est né ce phénomène? Bon, merci beaucoup. Nous sommes en train de parler de la cancel culture, de la culture de l'annulation. Et c'est un concept sur lequel il y a une véritable guerre culturelle maintenant. Il y a une véritable guerre culturelle autour du concept de culture de l'annulation. C'est une guerre culturelle il est impossible de raconter son histoire dans les 10 minutes qu'on m'a données. Et donc, je vais me limiter donc à quelques remarques. On a déjà dit dans l'introduction que la culture de l'annulation est tout à fait proche de ce qu'on appelle politiquement correct, politically correct. Vers la fin des années 70, la gauche américaine a commencé à détourner son regard des classes sociales les plus défavorisées pour se concentrer de plus en plus sur la protection des intérêts des groupes perçus comme marginalisés, donc les femmes, les Noirs, les immigrés, la communauté LGBT. Et donc, elle a commencé un travail sur le langage pour éliminer, effacer toute possibilité
d'avoir le sens de cette discrimination ancienne dont ces groupes étaient les victimes. Donc, c'est le début de ce que l'on appelle le politiquement correct. C'est un phénomène qui semblait destiné à être enterré dans le ridicule. On était très sarcastique sur ce phénomène. Mais après, il y a eu les réseaux sociaux qui sont arrivés. Et avec les réseaux sociaux, ce phénomène a continué à se développer. Donc, c'est un esprit, le politiquement correct, qui a continué à se développer. Et maintenant, il est beaucoup plus agressif. Et donc, Andrea le disait tout à fait tout à l'heure, c'est très proche de la culture de l'annulation, la cancel culture, qui est née dans ces temps. Et on ne pourrait pas comprendre la cancel culture sans penser à ce qui a changé dans la communication avec les nouveaux réseaux sociaux. La chose intéressante, c'est que au fil du temps, ce phénomène est né à gauche. Il est intéressant surtout pour la culture libérale américaine, mais pas seulement la culture américaine ou anglaise, et surtout, de mon point de vue, pas seulement la culture libérale, mais aussi la culture conservatrice. Si je pense à la campagne politique de Donald Trump, par exemple, elle a été très agressive. Elle parle d'identité. Et c'est une caractéristique sur laquelle je vais me concentrer. Et c'est une caractéristique de la cancel culture. À gauche, on voit le fanatisme d'un groupe qui se sent discriminé et donc qui cherche à s'affirmer de façon fanatique. Même à droite, on voit utiliser la religion, la culture, comme une façon pour affirmer une certaine identité. Cela ne se passe pas seulement en Amérique. Et ça se passe d'une façon assez préoccupante maintenant. Parce que maintenant, on est en train de voir ce qu'un auteur que j'aime beaucoup, MacIntyre, au début des années 80, MacIntyre avait déjà parlé d'un danger sérieux pour notre démocratie libérale, c'est-à-dire que le débat public pouvait se transformer en une véritable guerre civile menée par d'autres moyens. Donc la culture de l'annulation, à mon avis, est une expression d'un débat qui a de plus en plus les caractères d'une guerre civile menée par d'autres moyens. Donc une question qu'on pourrait se poser, même s'il serait très difficile de donner une réponse, c'est mais comment est-ce que cela a pu se passer? Comment tout cela a pu se produire? Parce que je crois que il y a vraiment cette maladie dans les débats publics de l'Occident maintenant. Comment tout cela a pu se produire? Par exemple, les fanatiques, comment peut se passer ce succès de la culture de l'annulation, des fanatiques de la culture de l'annulation? À la base du succès de ce mouvement, il y a certainement les discriminations dont ces groupes ont été victimes, en particulier les Noirs, les femmes. Le nier
ne serait pas juste. On pourrait aussi apprendre quelque chose des gens qui annulent la culture. Walter Benjamin, qui était un expert en la matière, invitait toujours à mettre en question l'histoire, à voir les ambivalences et quelquefois même les tragédies et les injustices de l'histoire qui se cachent derrière nos monuments. Il ne faut pas avoir peur de ça. Dans la culture de l'annulation, on ne trouve pas ça. Là, on trouve une sorte d'aspiration à la sanitarisation de l'histoire, une aspiration à restituer le passé à une seule dimension, et cela ne marche pas. Cela ne marche pas. Et cela est encore moins valable si on le fait avec la volonté d'effacer tout ce qui n'est pas conforme à ce qu'on voudrait avoir ou bien voir. Et comment est-ce que cela a pu se passer? Alors, comme je n'ai pas de temps, je peux juste dire que à l'origine, il y a eu ce que, à la fin des années 70, Christopher Lasch et McIntyre, Lasch avait dénoncé dans le livre La culture du narcissisme, avait dénoncé la culture du narcissisme. Donc, cette culture du narcissisme était l'une des principales conditions de possibilité pour l'affirmation de la culture de l'annulation. Et aussi l'émotivisme moral dont McIntyre parlait, l'idée que ce qui est juste, le critère du jugement doit correspondre à ce que je ressens comme tel, comme juste. Donc, voilà, c'est ça les conditions de base. Et nous savons tous, surtout au meeting, on le sait très bien, tout cela a contribué à effacer les fondations de notre culture occidentale. Et même à gauche, on l'a vu. Ils ont compris ça même à gauche, parce qu'en 2019, dans la Harper Magazine, 150 intellectuels, la plupart de gauche, dénonçaient la préoccupation que le dialogue maintenant est impossible. Donc, il faut faire attention parce qu'on ne va pas dans la bonne direction. Quand on est fatigué de donner l'exemple, on commence à faire de la morale. Et ça, avec ça, je termine. Merci. Merci, professeur Belardinelli, parce que, en fait, vous avez parlé de beaucoup d'aspects génétiques et vous avez bien fait parce que vous avez respecté le temps de parole. Là, il y a vraiment des images qu'on voit très grandes qui nous donnent le temps. Mais non pas pour moi même, mais pour les intervenants. Alors, c'est vrai, il y a cette sorte de climat de guerre. Et il est vraiment terrible de nous le dire maintenant, ces jours-ci. C'est comme si on respire cette guerre dans le climat culturel. Et maintenant, je vais donner la parole au professeur Bellamy. De votre point de vue, en tant que professeur engagé dans le monde de la culture et de l'éducation, et en tant que membre du Parlement européen, et donc dans une institution politique, quel est votre point de vue sur ce phénomène? Buonasera.
Grazie mille per la vostra accoglienza. Mi dispiace di non parlare bene italiano. Bonsoir, merci pour votre accueil. Je vais passer au français. Je m'excuse pour ne pas bien maîtriser votre langue. Je voudrais vous remercier encore pour votre accueil et je remercie les interprètes qui me permettent de parler avec vous. Je crois que, professeur, vous avez montré de manière magnifique l'ampleur et les enjeux de ce phénomène absolument essentiel qu'est la culture de l'annulation. Je recevais une stagiaire qui vient des États-Unis il y a quelques jours. Elle venait au Parlement européen et je lui disais « Qu'est-ce qui est le plus dur dans l'université américaine aujourd'hui ?» Et elle me disait « Le plus difficile pour moi, c'est de ne pas se faire annuler. » Parce que ça vient très vite de se faire annuler si on fait une erreur, si on dit quelque chose qui peut offenser quelqu'un. Et je reconnais aussi cette difficulté dans mon propre travail. Mes collègues professeurs en France, dans un sondage publié il y a quelques semaines, à 52%, plus de la moitié d'entre eux disent qu'ils s'autocensurent dans leurs cours de peur d'offenser des élèves dans leurs convictions, dans leurs croyances. Donc des professeurs s'interdisent de dire ce qu'ils pensent devoir enseigner pour ne pas être confrontés à cette culture de l'annulation, même quand on ne l'appelle pas de cette manière-là. Et quand vous faites de la politique aujourd'hui, que vous rentrez dans le débat public, vous savez que le plus important, c'est d'abord d'éviter un mot qui pourrait, à lui tout seul, si vous avez le malheur de dire quelque chose qui contrevient à ce que parfois le politiquement correct décide, décider de la fin de votre engagement. D'où vient cette culture de l'annulation? Vous avez cité cet examen imposé perpétuellement à notre histoire, à ceux qui nous ont précédés. Je me souviens quand j'étais moi-même étudiant en philosophie, on nous avait fait lire un livre publié par une universitaire américaine qui s'appelait Justice, Gender and the Family. Et ce livre disait « Il faut arrêter de lire Aristote, parce que Aristote était misogyne, il ne donnait pas le même rôle aux femmes et aux hommes dans la cité. Et en plus, chose épouvantable, Aristote justifiait l'esclavage dans la politique. » Il me semble que dans ce réflexe, il y a d'abord, fondamentalement, un manque d'humilité. Quand je lis le chapitre 3 du premier livre des politiques d'Aristote, et que je vois Aristote qui justifie l'esclavage, et qui explique que certains hommes sont esclaves par nature, la première chose que je me dis à moi-même, c'est « il faut que je veille sur moi-même, il faut que je sois attentif ». Parce que si un esprit aussi extraordinaire que celui d'Aristote, si un esprit aussi lucide, capable d'inventer la métaphysique, de fonder la physique occidentale, de développer une vision de la politique qui vaut encore aujourd'hui dans nos institutions, Aristote qui avait étudié aussi bien les parties des animaux que le fonctionnement des étoiles, si un homme comme celui-là est capable de faire des erreurs aussi importantes, alors combien plus moi je peux me tromper ? Ce dont nous avons besoin, je crois, c'est d'un acte d'humilité. Un acte d'humilité qui soit aussi un acte de reconnaissance. Je ne suis pas la pierre de touche de la vérité. Et ce manque d'humilité qui a fait aujourd'hui la brutalité du débat public, de gauche comme de droite d'ailleurs, vous avez raison de le dire, ce manque d'humilité qui fait qu'au lieu d'écouter l'autre, je préfère l'annuler quand je me sens offensé par lui. Ce manque d'humilité vient profondément du trait caractéristique de la conversation civique dans nos pays aujourd'hui, qui est le relativisme. Là encore, quand j'étais étudiant en philosophie, je me souviens de ce mot de Joseph Ratzinger, qui n'était pas encore pape et qui avait parlé de la dictature du relativisme. Et j'avais trouvé, à titre personnel, que c'était peut-être un peu excessif, parce que nous savons ce qu'est une dictature et j'avais le sentiment que je ne vivais pas la même oppression que des gens qui vivent aujourd'hui dans de véritables dictatures. Mais j'ai été très marqué ensuite de devenir professeur
et professeur de philosophie de rencontrer mes élèves. Et chaque année, je commençais mon cours par la question de la vérité, parce que si la philosophie consiste à chercher la vérité, alors vous devez savoir ce que c'est que la vérité. Vous ne pouvez pas chercher quelque chose quand vous ne savez pas ce que c'est que vous cherchez. Et je demandais à mes élèves, comment définiriez-vous la vérité? Et j'ai fait cette expérience des dizaines de fois. Et toujours le premier élève qui levait la main répondait, la vérité, ça dépend des gens. Ce qui n'était même pas une réponse. C'est comme si j'avais dit, qu'est-ce que c'est qu'une voiture? Et qu'on m'avait répondu, les gens ont des voitures différentes. C'est simplement une manière de se protéger, parce que nous avons peur de l'idée de la vérité. Et ensuite, nous essayons de développer ce point, et de fil en aiguille, nous en arrivions justement à ce premier principe de la logique, le principe de non-contradiction, formulé par Aristote, justement, qui dit, Aristote, de manière triviale, qu'il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Si nous parlons de la même porte, et que nous sommes certains que nous donnons le même sens aux mots, et si maintenant nous disons dans cette pièce, en regardant la porte, que l'un d'entre nous pense qu'elle est ouverte et l'autre pense qu'elle est fermée, alors on ne peut pas dire que tout le monde a raison. Forcément, quelqu'un a tort. Et cette idée paraît être le point de départ de l'intolérance absolue, le point de départ de la guerre de religion. D'ailleurs, souvent les élèves disaient, mais monsieur, alors, d'accord pour la porte, mais Dieu, eh bien, c'est très simple. Si quelqu'un dans cette pièce pense que Dieu existe, et quelqu'un d'autre pense que Dieu n'existe pas, et maintenant, si nous sommes certains de donner le même sens au mot Dieu et au verbe exister, alors il n'est pas possible que tout le monde ait raison en même temps. Et cela paraît un acte d'intolérance presque scandaleux aujourd'hui. Même le dire devant vous me fait un peu peur. Et pourtant, c'est le début du dialogue. Parce que si tu penses que Dieu existe et moi je pense qu'il n'existe pas, mais alors c'est très important qu'on se parle. Et c'est de là que vient l'acte d'humilité dont nous avons besoin. Celui qui croit vraiment en ce qu'il dit ne manque pas pour autant d'humilité. Celui qui croit vraiment en ce qu'il dit, il ne veut surtout pas réduire l'autre au silence. Vouloir que l'autre se taise, c'est dire d'une certaine manière qu'on ne croit pas vraiment en ce qu'on dit. Parce que si je suis tellement fragile que je ne peux même pas écouter un argument qui semble me contredire, alors c'est que je ne me fais pas confiance à moi-même et que je ne fais pas confiance à l'autre. Que je n'ai pas confiance en moi, mais que je n'ai pas l'humilité non plus de reconnaître que l'autre a peut-être quelque chose à m'apprendre, quelque chose qui peut m'éclairer. Et que lorsqu'un désaccord survient entre nous, c'est le miracle de la conversation qui peut commencer. La culture de l'annulation vient de cette incapacité à l'humilité. Et elle vient d'abord du relativisme. Si je dis c'est ma vérité, c'est ta vérité, c'est sa vérité. Si je dis chacun a sa vérité, alors nous devenons des bulles de certitude qui se déplacent sans pouvoir se rencontrer. Et alors la vérité de l'autre peut devenir intolérable à entendre pour moi. Je ne veux pas la voir. Je ne veux pas qu'elle fasse partie du monde. Je veux ne voir que ma vérité. Mais si nous acceptons de ne plus jamais mettre un adjectif possessif devant la vérité, si nous acceptons que la vérité est le lieu commun vers lequel nous progressons, vers lequel nous tentons de progresser, que la vérité est le bien commun vers lequel nous sommes en chemin, alors dans ce cas-là, je peux écouter l'autre pour qu'il m'apprenne quelque chose qui me rendra plus sensible, qui ouvrira mon regard à la vérité. C'est ce que dit Pascal quand il parle d'Aristote. Dans la préface pour un traité du vide, Blaise Pascal, qui a un peu plus de 20 ans, vient de faire une expérience qui le conduit, grâce aux physiciens italiens, et notamment à Torricelli, vient de démontrer la possibilité qu'il existe du vide dans la nature. Et tous les savants de l'université lui répondent, Aristote a dit, la nature a horreur du vide. Vous ne pouvez pas avoir raison contre Aristote. Et Pascal répond, c'est l'humilité que j'ai à l'égard d'Aristote qui me conduit à prolonger son propre travail. Moi, je suis tout petit. Moi, je suis un nain. Et Aristote est un géant. Mais je monte sur les épaules du géant. Et c'est grâce à lui que je vois plus loin que lui.
En reprenant une métaphore qui venait de bien plus loin que lui, Pascal montre que cet acte d'humilité ne consiste pas à renoncer à notre liberté, mais elle nous permet, au lieu de vouloir faire taire les autres, au lieu de vouloir annuler ceux qui nous ont précédés, de nous appuyer sur eux, et même parfois sur leurs erreurs, quand nous pensons avoir humblement l'occasion de cheminer un peu avec eux, un peu grâce à eux, un peu plus loin qu'eux peut-être, pour les entraîner avec nous. Cet acte d'humilité, qui est un acte de reconnaissance, c'est la condition de la connaissance, et il suppose un prérequis absolu, qui me semble être la rupture avec le relativisme, avec la prétention que le relativisme a de nous permettre de nous approprier la vérité. Acceptons la pauvreté de ne pas posséder une vérité, de ne pas posséder la vérité pour pouvoir la chercher ensemble, et de là renaîtra cette amitié qui est le cœur de ce meeting qui nous réunit aujourd'hui. Denso, estremamente. Très dense et très intense, ce que nous avons entendu de la part du professeur de Bellamy. Un besoin d'humilité. Nous sommes possédés par l'humilité. Et venons-nous au professeur Weiler. Quelle est la relation avec la cancel culture dans votre expérience? Merci. J'ai 10 minutes et après, nous avons encore 10 minutes dans le deuxième tour. Mais oui, mais après, dans les premières 10 minutes, si je peux, et je vais contrôler le temps, je vais vous parler de 7 exemples pour vous montrer qu'il est très complexe. Oui, on dit éliminer, annuler, c'est horrible. Éliminer la culture, c'est horrible. Quelquefois, vous pourriez être pour l'annulation de la culture. Il y a 4 exemples que je vais vous dire à titre personnel. Alors, premier exemple. Il y a 20 ans, en 2003, c'est la première fois que je suis venue au meeting. Vous vous rendez compte, hein? C'est mon 20e anniversaire au meeting. Maintenant, je suis très vieux. Alors, il y a 20 ans, j'ai présenté le livre « L'Europe chrétienne ». C'était une première édition qu'une maison a publiée au mois d'août pour le présenter au meeting. Et après, je l'ai envoyé aussi dans d'autres pays. Feltrinelli, la maison d'édition, m'a répondu que non. On ne peut pas publier ce livre parce que ce n'était pas dans la ligne éditoriale de Feltrinelli. En Allemagne, pas de maison de publication voulait le publier. En France, CELP a dit oui, on peut le publier, mais il faut mettre un point d'interrogation, pas l'Europe chrétienne, mais l'Europe chrétienne, point d'interrogation. Ils sont fous. Parce que ce livre a été traduit en 9 langues. C'était un best-seller. Mais pour moi, c'est un exemple très simple. Parce que c'est une trahison de la tradition académique. C'est un argument. Si quelqu'un ne l'aime pas, peut écrire un article et dire « Bon, Weiler, il est bête, il est idiot ». Et il y avait en fait des critiques qui ont dit ça, que j'étais un idiot. Mais refuser de le publier parce que ce n'était pas dans la même ligne éditoriale, c'est un exemple très simple du fait qu'on va annuler ce qui n'est pas acceptable. Deuxième exemple, qui est lié au meeting. Il y a 10 ans, j'ai fait une expo de photos. Il y avait 28 photographies, 14 de lieux et 14 photos de personnes. Pour montrer la dignité humaine, pour montrer des personnes de l'Australie jusqu'à l'Italie, personnes importantes, personnes moins importantes, personnes de la rue.
et toutes les personnes ont la même dignité humaine. À cette expo, après, a voyagé dans d'autres pays. Et enfin, elle est venue dans mon université. Elle est arrivée dans mon université. Après quelques semaines, mon boss est venu dans mon bureau. Il m'a dit, il faut enlever une photo. La voilà. Et la voilà. Pour moi, ça, c'est la nouvelle colonie. Ces 4 filles dans la place Pilsudski à Varsovie. Et on voit une nouvelle colonie en Pologne. Mais quelqu'un n'aimait pas cette photo et on a demandé de l'enlever. Et pourquoi je vous donne cet exemple? Pour vous montrer qu'il était très difficile pour mon chef. Parce que je lui ai dit, OK, je suis très célèbre, je vais être très célèbre grâce à toi. Demain, je serai sur tous les journaux, mais il ne faut pas le faire. Si on va continuer à voir cette photo, c'est un problème. Si je vais l'enlever, c'est un problème. Tranquille, je lui ai dit, mais j'ai enlevé complètement l'expo. J'ai dit, s'il n'y a pas de cette photo, il ne va pas y avoir d'expo. 3e exemple. Je vais montrer une autre photo. La voilà. C'est un tableau dans mon appartement à Madrid. J'étais en réunion de la commission d'une institution très importante à Berlin, la Humboldt. Et ça, c'était ce qu'on avait dans la salle. Et après la réunion, le directeur de l'institut m'a dit, la prochaine fois, on ne peut pas avoir ça comme toile de fond. J'ai dit OK et j'ai démissionné. Pourquoi? Parce que c'est vrai, ce tableau pouvait vexer quelque chose, même si la femme qui a peint ce tableau est une féministe très importante, espagnole. Ça, c'est une perspective féministe. Mais ce que je n'ai pas aimé, et voilà pourquoi je vous donne cet exemple, c'est comment on l'a fait. Ils ont fait sans poser des questions. Ils n'ont rien demandé. Ils n'ont pas voulu même comprendre. Juste un email de 2 lignes, il faut l'effacer. Il faut effacer cette toile de fond. Et j'ai démissionné. Après, je vais vous donner encore 3 exemples, pas à titre personnel, pour vous faire comprendre quelles sont les situations complexes. À Kiev, il y avait le boulevard Pouchkine, le poète russe. L'année dernière, l'Ukraine a effacé ce boulevard Pouchkine et lui ont donné un autre nom. Donc, ils ont changé le nom. Pourquoi? Parce que Pouchkine, dans sa poésie, dans ses poèmes, était l'avocat de l'impérialisme russe, comme Kipling avec l'impérialisme anglais. Alors, là, je me ressens très proche aux Ukrainiens parce que Poutine maintenant utilise Pouchkine pour faire mobiliser les Russes. Donc, effacer ou pas effacer, annuler ou pas annuler, il n'y a pas de réponse simple dans ce cas, dans cet exemple. Après, il y a un autre exemple qui est encore plus difficile. Le photographe américain Mapplethorpe, qui a pris une photo très célèbre dans cette photo, il y avait Jésus sur la croix, dans une bouteille, et dans la bouteille, il y avait l'urine de Mapplethorpe, le photographe. Alors, dans un musée privé, on a la liberté artistique. Mais après, la Fondation d'art américain, donc un organisme public américain financé par le peuple américain, lui a donné un prix. Donc, il y a eu un débat énorme. La liberté artistique, ça va, on peut la montrer, mais pourquoi est-ce que nous, citoyens américains, devons donner un prix à cette photo de Jésus dans l'urine du photographe? Et qu'est-ce que vous pourriez penser? Enlever le prix ou bien garder le prix?
c'est très compliqué, hein? C'est pas facile. C'est un choix qui n'est pas facile. Et après, j'ai un dernier exemple. Non, j'ai encore 2 exemples, mais je veux vous donner seulement un exemple parce que j'ai encore 1 minute et 45 secondes. Peut-être vous vous rappelez Marzabotto. Marzabotto. Il y avait à Marzabotto 700 victimes innocentes qui ont été assassinées par les nazis. Il y avait 2 officiers allemands. C'était le massacre de Marzabotto. Alors, on va faire une hypothèse. On pourrait imaginer que l'un de ces officiers, l'officier autrichien par exemple, décide de donner une prime, disons, à cet officier et de faire une sculpture de cet officier. Et les gens ont protesté. On ne peut pas créer une statue de cet officier nazi. Il faudrait effacer cette statue. Il faudrait enlever cette statue. Qu'est-ce que vous pourriez penser? De quel côté seriez-vous? Liberté ou bien effacer? Dans les prochaines 10 minutes, je vais parler des dynamiques de l'annulation. Merci. Ringrazio in Merci beaucoup au professeur Weiler parce que, comme d'habitude, il y aurait une façon de parler de la cancel culture qui pourrait utiliser la même méthode, c'est-à-dire effacer les gens qui effacent, annuler les gens qui annulent. Mais vous nous avez donné des exemples, vous nous avez aidé à comprendre qu'il faut quand même avoir une prise de position, prendre une position. L'humilité dont un professeur Bellamy parlait tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on voit dans la liberté pour accepter ou ne pas accepter ce qui l'oppose. Donc, on ne veut pas proposer de méthode formelle pour résoudre ce problème. Et donc, je vais commencer le 2e tour sur ça. Pour revenir au professeur Belardinelli. Donc, après avoir vu les causes de ce problème, quelles sont les causes? Quelles sont les perspectives? Quelle serait une position capable de développer un dialogue face à ce conflit? Je crois que la réponse à cette question, comme Bellamy l'a dit tout à l'heure, je crois que le thème de la vérité est exactement le thème sur lequel se base notre attitude face à face vis-à-vis de la cancel culture. Il faut éviter d'avoir une attitude d'annulation vis-à-vis de la cancel culture. Qu'est-ce qui nous aide à ne pas faire cette erreur? Ce qui nous aide, c'est la vérité, la bonne façon de voir la vérité. Kant disait qu'un petit peu de vérité, on peut la trouver même dans l'opinion la plus drôle, la plus étrange chez les hommes. Donc, c'est un argument pour nous mettre dans une position inclusive, comme on dit maintenant. C'est un adjectif qui est très à la mode, sans être relativiste. Moi, par exemple, j'ai peur quand je lis des positions d'une culture libérale vis-à-vis de la cancel culture. Et la peur que j'ai, c'est que après avoir célébré l'entrée dans l'ère de la post-truth, qui est le mot de l'année du dictionnaire de 2016,
Après avoir célébré ça, une certaine culture a découvert qu'il y a des personnes comme Trump, Poutine, qui utilisent les réseaux sociaux ou pour lutter contre cette méthode et utiliser la vérité, se baser sur la vérité. C'est-à-dire, comme on a découvert ça, on pourrait commencer à utiliser la vérité de façon très despotique. Ceux qui ont, par exemple, c'est comme donner un droit de citoyenneté seulement aux opinions vraies dans l'espace public. Je suis un libéral à l'ancienne et ça, j'aime pas. C'est quelque chose que je n'aime pas. Il y a des raisons politiques qui me font penser que cela ne doit pas se passer. Il y a aussi des raisons philosophiques plus nobles que Bellamy vous a citées tout à l'heure. Les raisons politiques, c'est quelque chose qu'on peut résumer dans un slogan. Dans une communauté de personnes libres et égales, il vaut mieux d'avoir une erreur partagée qu'une vérité qui est imposée par la force. C'est la raison pour laquelle, au niveau politique, j'ai pas de confiance. Je suis méfiant quand les gens veulent annuler même les positions les plus drôles qu'on trouve dans le débat public. Il faut être calme. Il faudrait prendre au sérieux l'idée de dignité qui est à la base de la culture politique de l'Occident et qui doit nous être chère, parce que c'est cette dignité qui nous fait dire pourquoi est-ce qu'on décide à la majorité. Non pas parce que la majorité a raison, mais parce que dans une communauté de personnes libres et égales, il est beaucoup mieux d'avoir une erreur que d'avoir une décision imposée. Dans une communauté de personnes libres et égales, on ne peut pas imposer sa propre vérité contre la vérité des autres. Donc, il faut être très attentif quand on utilise la vérité. La cancel culture se voit dans l'histoire et dans la réécriture de l'histoire. Je crois qu'on peut beaucoup apprendre parce que l'exception américaine, la grandeur américaine vient de la lumière de cette colline, mais on pourrait aussi penser aux plantations, aux plantaisons. On pourrait apprendre, mais l'important, c'est de le faire avec le bon esprit, avec humilité. Il faut être disponible à apprendre de l'autre, à nous rappeler ce que nous avons oublié. Donc, au niveau de l'histoire, la vérité est toujours très souple. Il n'y a jamais une seule interprétation des faits, des événements. Les événements sont tout à fait variés, différents, mènent à plusieurs interprétations. En fonction de notre vérité, de notre sensibilité, nous sommes libres de voir les choses de notre perspective, de la perspective que nous voulons. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est d'enlever la vérité. Ce que nous ne pouvons et ne devons pas faire,
c'est de mentir de façon intentionnelle, comme Hannah Arendt le disait. Le contraire de la vérité, quand on parle des événements historiques, n'est pas le faux, mais c'est le mensonge intentionnel. Si cela, c'est l'attitude qu'il faut avoir, alors, dans la cancel culture, vis-à-vis de la cancel culture, il faut avoir cet esprit que le professeur Weiler citait tout à l'heure. Notre vérité n'est pas la priorité, n'est pas le seul jugement de l'histoire. Comme Karl le disait, l'historien doit être soigneux. Et ça, c'est son devoir. Ce n'est pas son vertu. C'est le devoir qu'on a vis-à-vis de la réalité. Il faut être soigneux. Je crois que c'est une possibilité pour bien comprendre ce que fait la culture de l'annulation. La culture de l'annulation qu'on trouve partout. Pour terminer, l'existence humaine est une amitié inépuisable. C'est ça le titre du meeting de cette année. Aristote, sur l'amitié, a dit une chose très belle. Il recommandait l'amitié aux politiques parce qu'il est l'amitié de la justice est plus importante. Il disait ça aux politiques. Parce que quand on est amis, on n'a pas besoin de justice. Mais quand on est juste, on a encore besoin d'amitié. Une société a encore besoin d'amitié malgré la justice. Et l'antidote le plus fort contre tout fanatisme, contre la cancel culture, l'antidote le plus fort contre ça est exactement l'esprit de vérité et l'amitié. C'est ça qu'on peut résumer, c'est ça les conclusions qu'on peut tirer en pensant à ce phénomène préoccupant de la culture de l'annulation. Merci. Grazie. Merci. Professeur Bellamy. Peut-être pour commencer par répondre à ce qui vient d'être dit par les autres intervenants. Je crois que pour revenir sur les exemples que vous avez cités et répondre à la dernière question que vous posiez, bien sûr, il y a des moments dans lesquels même le droit existant depuis très longtemps, le droit qui protège la liberté, peut condamner quelqu'un lorsqu'il a produit un énoncé ou fait dans l'espace public un geste qui offense la dignité de l'autre. Et je crois que dans certains cas, oui, on doit pouvoir retirer, par exemple, une affirmation qui a été publiée de manière mensongère ou bien une insulte gratuite. Parce que la liberté, la véritable liberté, et de ce point de vue-là, je suis moi aussi libéral, la véritable liberté, elle implique la responsabilité. Et la responsabilité, c'est le fait de chercher à répondre de ce que l'on dit. Il ne suffit pas évidemment seulement de réclamer le droit de pouvoir tout dire, de pouvoir insulter tout le monde, pour pouvoir utiliser le prétexte d'un combat contre la culture de l'annulation au motif d'une liberté sans responsabilité. Ce que nous voulons défendre ici, c'est une liberté qui engage un dialogue, qui est prête à la réponse, qui cherche la réponse, qui ne veut pas seulement vaincre l'autre, mais qui veut le convaincre. Et le convaincre suppose la conversation. Convaincre suppose de reconnaître que la liberté, ultimement, se trouve dans ce sanctuaire de la conscience qu'on ne viole jamais. Je ne peux jamais obliger l'autre à croire ce que je dis.
Parce qu'il ne peut pas s'obliger lui-même à croire ce que je dis. Même s'il le voulait, quand il ne croit pas ce que je dis, il n'y croit pas. Et si je veux qu'il partage ma conviction, il faut que je le convainque à mon tour ou que je me laisse convaincre par lui. C'est cette liberté que nous défendons. Mais pour la défendre, et moi je voudrais insister sur un aspect qui me semble essentiel. Il me semble que la première vertu qu'il nous faudra dans les mois, dans les années qui viendront, c'est le courage. Nous avons besoin de courage. Et nous avons besoin de gens courageux. La liberté ne recule jamais parce qu'une grande majorité chercherait à la combattre, mais parce que parfois de petites minorités la font disparaître par la lâcheté du plus grand nombre. Et nous ne sommes pas menacés aujourd'hui par le fait que le grand nombre veuille renoncer à la liberté, mais peut-être par le fait que nous tous ici, nous sommes tous parfois tentés par la lâcheté. D'abord du courage pour combattre contre soi-même, parce que sortir du relativisme, ça veut dire accepter de combattre ses propres opinions quand elles sont fausses. À quoi ça sert d'aller à l'université si vous ne voulez jamais être offensé, si vous ne voulez jamais entendre quelque chose qui choque ce que vous pensez? Mais tout le point d'aller à l'université, je le dis aux étudiants, tout le but d'aller à l'université, c'est d'entendre des choses qu'on ne sait pas encore. C'est d'apprendre ce qui ne nous est pas immédiatement évident. Imaginez que vous allez demain faire des études d'astronomie et que vous commencez par dire au professeur « Écoutez, moi je crois, dans mon système de pensée, que la Terre est immobile et que les planètes tournent autour d'elle. Je suis ptoléméen, c'est ma vérité. Et ne venez pas m'offenser dans mes convictions, parce que ça me perturbe beaucoup, moi, quand on me dit que la Terre bouge. » Bon, le professeur vous dira « Vous êtes prêt pour la poésie, peut-être, mais pas pour l'astronomie. » Si vous voulez faire de l'astronomie, si vous voulez être scientifique, vous devez commencer par renoncer à vos propres opinions. Nos yeux nous disent que la Terre est immobile et il faut lutter contre nous-mêmes pour avancer vers la vérité. Dans le Gorgias de Platon, Gorgias discute avec Socrate. Gorgias parle avec Socrate et vous savez comment est Socrate, il est toujours ironique. Et alors, il pose des questions ironiques à Gorgias qui se sent remis en question. Alors, Gorgias dit « J'arrête de parler, c'est terminé ». Et Socrate lui dit « Mais quel genre d'homme es-tu » ? Moi, dit Socrate, je suis un homme qui aime être réfuté. Parce que quand j'avais à l'esprit une erreur et qu'on m'a montré que je me trompais, je suis heureux d'avoir une vérité à la place d'une erreur. Donc j'aime être réfuté. J'aime que les autres me montrent que j'ai tort. Évidemment, comme je suis serviable, j'aime bien réfuter les autres aussi quand ils se trompent. Mais comme je suis encore un peu égoïste, je préfère encore être corrigé que corrigé. La vie politique serait tellement plus belle si on venait dans un débat et qu'on était capable de dire à celui qui me contredit « Je vous remercie parce que grâce à vous, j'ai compris que je me trompais sur ce point ». Alors on retrouverait cette amitié civique. On retrouverait le sens du débat public. Plutôt que d'avoir des gens qui viennent pour vaincre, des gens qui viennent pour convaincre ou pour être convaincus. Mais pour ça, il faut le courage. Et il faut du courage contre soi-même. Le relativisme, c'est tellement confortable. Vous avez votre vérité et personne n'y rentrera. Vous annulez tous ceux qui ne pensent pas comme vous et vous vivez dans votre monde de certitude. La loyauté intellectuelle, la reconnaissance de la vérité comme le lieu commun qui nous réunit, suppose du courage. Et c'est la condition pour apprendre, tout simplement.
moi je suis un peu en désaccord avec le titre de ce débat sur cancel culture or build culture. Est-ce qu'on annule la culture ou est-ce qu'on la construit? Moi je pense que la vraie réponse à la culture de l'annulation, ça n'est pas de construire la culture, mais de commencer par la recevoir. De commencer par redécouvrir ce que signifie transmettre et recevoir la culture. Ce que j'avais essayé de dire dans Les Déshérités, un livre que j'ai publié sur la crise de l'école en France, qui je crois vient, et en Europe d'ailleurs, la crise de l'école vient d'abord de ce manque de courage. Et le courage aussi, évidemment, de répondre aux autres, et notamment de répondre à cette tentation de la culture de l'annulation. Pour combattre le relativisme, il faudra du courage. Et pour entrer en politique aujourd'hui, et mon ami Lorenzo Malagola qui est ici aussi, avec qui nous avons longuement parlé de ça, le sait, il faut du courage. Mais nous sommes tous politiques, nous sommes tous des citoyens, nous sommes tous les dépositaires du débat public et de la démocratie. Et donc il nous faut, dans nos entreprises, dans nos familles, dans nos relations amicales, parfois il nous faut être capable de dire que nous refusons ce relativisme. Même dans des choses toutes simples. Vous parliez de J.K. Rowling. Aujourd'hui, dire comme elle l'a fait, dire qu'il y a une différence biologique entre les hommes et les femmes, suppose souvent d'avoir du courage. Dans beaucoup d'entreprises, ça devient difficile. Dans le débat public, c'est difficile. Dans les débats au Parlement, c'est difficile. Mais il faut absolument que lorsque nous en avons l'occasion, nous soyons capables de le faire. Le relativisme, c'est d'abord le refus de voir la réalité. Charles Péguy, sur lequel il y a une magnifique exposition ici, a eu cette phrase magnifique, il a dit « Il faut avoir le courage de dire ce que l'on voit, mais surtout, il faut avoir le courage de voir ce que l'on voit. » Et aujourd'hui, c'est de ce courage-là que nous avons besoin. Et cela me fait penser à ces quelques lignes de Chesterton qui font la conclusion de Orthodoxie. Alors je suis désolé et je remercie encore les interprètes de nous avoir permis d'échanger. Je suis désolé de ne pas leur avoir donné le texte avant. Et peut-être ce sera difficile d'avoir le texte précis, mais vous pourrez le lire facilement. Dans les dernières lignes d'Orthodoxie, Chesterton écrit « Tout sera nié et tout deviendra une croyance. On tirera l'épée pour affirmer que l'herbe est verte en été. On allumera des feux pour affirmer que 2 plus 2 font 4. Nous serons conduits à défendre non pas seulement les vertus incroyables de l'existence humaine, mais quelque chose de plus incroyable encore, l'existence même de cet univers merveilleux et impossible qui nous fait face. Nous contemplerons l'herbe impossible et les cieux avec une étrange croyance. Nous serons de ceux qui ont vu et qui pourtant ont cru. Nous serons de ceux qui ont vu et qui pourtant ont cru. Et je crois que cet effort, ce courage, ce travail, c'est celui qui nous attend aujourd'hui. C'est celui qui peut fonder aussi la belle amitié qui nous unit autour de cette tâche fondamentale de chercher ensemble la vérité et de tenter de protéger l'émerveillement magnifique qu'elle peut susciter encore et la puissance de vie et de liberté que constitue cette recherche pour les générations qui viennent. Merci beaucoup.
Grazie. Grazie davvero. Professor Weiler. Professeur Weiler, je regarde ma montre. Tu dois regarder cette montre-là. Et c'est la liberté. La liberté d'expression est un droit fondamental. Mais il y a encore un autre droit qui est encore plus important, le droit de dîner à temps. Et ils le savent très bien. Ils sont en train d'attendre le dîner. Mais après ces exemples, alors le premier exemple, c'était une annulation qui n'était pas justifiée, Feltrinelli. De l'autre côté, il y a eu l'exemple hypothétique du massacre de Marzabotto. Et je pense que la plupart de nous est d'accord pour dire que il serait justifié d'éliminer la statue, d'annuler la statue. Alors là, je peux vous indiquer une façon de penser, je peux vous donner quelques paramètres qui peuvent nous aider. Mais je partage avec mes deux collègues, la raison est un principe et le courage est très important et primordial. Et je vais aussi rajouter quelques remarques. À mon avis, le point de départ est Voltaire. Je suis tout à fait contre avec ce que tu dis, mais je vais défendre jusqu'à la mort ta liberté de le dire. Donc, avant d'effacer, avant d'annuler, il faut penser, il faut avoir des raisons vraiment très importantes pour annuler, pour effacer, même si cela nous vexe, même si la personne nous vexe, même si l'œuvre d'art nous vexe, le livre et le poème nous vexent. Parce que la liberté d'expression est valable seulement quand on protège. Ça, c'est le point de départ. Et comme on vient d'entendre, quelquefois, c'est les minorités qui demandent d'effacer, d'annuler. Et il faut être empathique. Oui, nous sommes dans la majorité, mais il faut nous mettre dans les baskets des minorités. Et pour respecter les minorités, il faudrait penser qu'il y a des cas où, pour nous, la solidarité sociale est plus importante que le principe dur de la liberté d'expression. D'autre côté, quand je suis juif, si je dois annuler tous les antisémites de l'histoire, ma bibliothèque serait vide. Je pourrais commencer par Dostoïevski, Céline et bien d'autres. T.S. Eliot, un antisémite de haut niveau. Est-ce qu'on doit effacer T.S. Eliot ou bien Céline ou bien Dostoïevski? Donc, même si je me ressens très proche, je ressens de l'empathie pour les minorités, vous pensez que la Bible a commencé par, au début, Dieu a créé le ciel et la terre. C'est ça le début de la Bible. Non, au début, Dieu a créé le ciel, la terre et l'antisémitisme. C'est ça la version de Weiler. Donc, pour avoir de l'empathie, il est important, il faut avoir de l'empathie non seulement pour les minorités, mais quelquefois, il faudrait être des victimes, parce qu'il faut avoir la culture, il faut savoir quelle est la culture générale. Et après, on a un troisième principe, qui est le contexte. Le contexte qui peut être public et privé. Alors, si on revient au musée privé, le musée privé peut montrer l'œuvre de Mapplethorpe. Si on met une statue dans la place publique, les gens ne peuvent pas l'éviter
doivent l'avoir parce que doivent passer dans la place. Donc, il faut faire des considérations différentes quand c'est un contexte privé ou bien public. Et le musée est important parce que dans l'histoire de l'art, il y a eu toujours des artistes qui ont condamné, annulé, effacés, qui ont été effacés, mais qui maintenant sont les grands artistes de l'histoire de l'art. Donc, un musée a le devoir de nous provoquer d'aller au-delà du consensus. Mais, dans la place publique, le consensus est plus important. Et après, il y a une autre façon, annulée. Il y a un juriste allemand, Carl Schmitt, très célèbre. Moi, je suis constitutionnaliste. On ne peut pas faire de la théorie constitutionnelle sans faire référence à Carl Schmitt. C'était un nazi acharné. C'est lui qui a légitimé le pouvoir d'Hitler. Un magazine américain m'a écrit « Qu'est-ce qu'on fait avec un article qui va citer Carl Schmitt? Est-ce qu'on peut publier Carl Schmitt ?» Alors, ma solution personnelle et la solution que j'ai proposée à ce magazine, quand je parle de Carl Schmitt, je dois le citer parce que moi, je suis un académicien comme le nazi Carl Schmitt le disait. Moi, j'écris, même s'il était un grand juriste, du côté personnel, c'est autre chose. George Washington, par exemple. Il y a une statue de George Washington. Il avait des esclaves. Qu'est-ce qu'on fait avec George Washington? Est-ce qu'on va enlever les statues de George Washington partout? Mais on peut faire rappeler que lui aussi n'était pas saint. Il avait aussi des esclaves. Donc, on peut trouver la façon pour ne pas effacer. Mais en même temps, on peut avoir la sensibilité des gens qui veulent annuler. C'est-à-dire, il ne faut pas cacher les choses qui nous vexent. Et ça, c'est un principe. Donc, avant d'annuler, avant d'effacer, il faut se poser la question s'il y a une autre façon valable pour respecter la sensibilité publique et la sensibilité des personnes qui se vexent. Très souvent, il y a des alternatives. Au lieu d'annuler, au lieu d'effacer, il y a des alternatives. C'est comme l'exemple que j'ai donné sur Carl Schmitt, comme le disait le nazi Carl Schmitt, etc. Pour revenir à ce que mes deux collègues ont dit, il faut penser, il faut utiliser l'empathie. Quelquefois, il faut dire « OK, je ne veux pas vexer cette minorité ». Quelquefois, il faut dire « Non, malheureusement, c'est comme ça ». Le contexte est très important. Et dans ce climat d'aujourd'hui, vous avez tout à fait raison quand vous parlez du courage. Aujourd'hui, on a besoin du courage. Il faut avoir le courage de résister automatiquement, d'être toujours sur le côté des bons. Mais il y a aussi d'autres valeurs qui sont en jeu. Et je vais terminer 1 minute à l'avance parce que vous avez le droit fondamental à dîner à temps. Merci. Merci. Comme je ne veux pas violer le droit fondamental de dîner à temps, je voulais remercier de tout mon cœur nos 3 intervenants, nos 3 amis qui nous ont aidés à réfléchir de façon raisonnable avec des suggestions pratiques que Joseph Weiler nous a données
pour parler et réfléchir sur ce thème. Je voulais juste faire une remarque qui est, à mon avis, le fil rouge. Alors, nous avons parlé de la cancel culture, de la culture de l'annulation qui est née de cette idée, une idée que la vérité peut être violente. Le relativisme et la dictature du relativisme, ou parler de la vérité dans un débat, automatiquement, ça veut dire exclure quelqu'un. Il y a un dedans et un dehors. La vérité comme un modèle théorique. Et si cela ne correspond pas à ce modèle, alors ce n'est pas une bonne chose. Alors, je voulais juste rappeler que le christianisme et l'expérience du meeting a beaucoup d'avantages dans ce débat, parce que c'est une responsabilité qui nous incombe. C'est ce que le pape nous a rappelé dans le message envoyé au meeting. Pour l'expérience chrétienne, la vérité n'est pas une théorie, mais c'est une personne. Et cela change complètement le rapport que nous avons avec la vérité. Ce n'est pas une formule. Même l'hypothèse libérale dont on a parlé aujourd'hui se concentre sur ce point. La vérité est toujours dans la relation avec quelqu'un. Et c'est comme ça qu'on comprend très bien la vérité des choses. Pour cela, je pense, et je vais terminer, qu'il faut clôturer cette rencontre en rappelant les mots de Pape François, qui nous a dit qu'il voudrait bien que le meeting puisse continuer à promouvoir la culture de la rencontre ouverte à tous, et vraiment à tous, parce que dans tout le monde, il y a la réflexion du Père qui donne l'esprit à toute chose, que chaque participant puisse apprendre à se rapprocher à Jésus, à se rapprocher aux autres comme Jésus, qui tend toujours sa main aux autres, qui va envers Dieu. L'amitié sociale, c'est l'amitié entre les peuples. Je crois que cela est le grand souhait de cette rencontre. Et à nouveau, je veux remercier professeur Bellardinelli, professeur Bellamy, professeur Weiler. Et pour terminer avec ce grand applaudissement, je vous rappelle qu'il y a une chose qui ne doit pas être effacée. Les points, les desks où vous pouvez donner au meeting, parce que donate now, donnez maintenant. Si vous voulez effacer quelque chose, vous pouvez effacer d'autres choses, mais non pas les cœurs rouges où vous pouvez donner votre argent pour soutenir le meeting. Bon appétit. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile
della storia dell'uomo, più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli